Aller à l'école en Afrique, bien sûr, c'est une première étape essentielle. Mais une fois que les enfants sont en classe, qu'est-ce qu'il se passe vraiment? Un tout nouveau rapport met le doigt sur une réalité assez surprenante, qui va bien au-delà des simples chiffres de scolarisation. On va creuser ça ensemble, ce grand défi de l'apprentissage. Alors pour commencer, le rapport pose un chiffre, et il est frappant. Aujourd'hui en Afrique, un enfant sur 5 n'ira pas jusqu'au bout de l'école primaire. C'est énorme. Et derrière cette statistique, eh bien, il y a des millions de parcours qui s'arrêtent beaucoup trop tôt. Mais voilà, le rapport ne s'arrête pas là. Il pose une question encore plus profonde. Pour tous ceux qui arrivent à finir le cycle primaire, est-ce qu'ils apprennent vraiment? Est-ce que le diplôme, au fond, garantit les compétences de base? Et là, la réponse est assez alarmante. Parmi les enfants qui terminent l'école primaire, seul 1 sur 5 à peine maîtrise les bases de la lecture et des mathématiques. Ce que ça veut dire, c'est que l'immense majorité d'entre eux sort du système scolaire sans les outils fondamentaux pour se construire un avenir. Et c'est ça, le grand défi de l'apprentissage en Afrique dont parle le rapport. C'est un problème à deux niveaux. Il faut que les enfants aillent jusqu'au bout de l'école, oui, mais il faut surtout qu'ils y apprennent quelque chose d'utile. Alors essayons de comprendre un peu les raisons de cette situation. Le premier facteur, et c'est un gros morceau, c'est le fossé économique. C'est simple, un enfant qui vient d'une famille riche a plus de 2 fois plus de chances de finir le primaire qu'un enfant d'un milieu pauvre. On passe de 88% de réussite pour les plus riches à seulement 39% pour les plus pauvres. L'écart est gigantesque. Et cette statistique de la Guinée, elle rend les choses encore plus concrètes, presque brutales. Quand la pauvreté se combine au fait d'être une fille, les inégalités explosent. Imaginez, seule une fille pauvre sur 20 termine l'école primaire. Ça montre bien l'ampleur du problème. Ok, après les inégalités, le rapport zoome sur un autre point qui est absolument central pour changer les choses, le rôle du leadership, c'est-à-dire de la direction au sein même des écoles. Ce que le rapport nous dit, c'est qu'un bon directeur d'école, ce n'est pas juste un administrateur. Non, son rôle repose sur 4 piliers clés. Il doit fixer un cap clair, mettre l'apprentissage au centre de tout, encourager le travail d'équipe et bien sûr aider ses équipes à se développer. Le problème, c'est comment on choisit ses directeurs. Et c'est souvent là que ça coince. Dans des pays comme le Zimbabwe ou le Cameroun, c'est l'ancienneté qui prime, pas forcément la compétence. À l'inverse, on voit que le Kenya ou le Maroc, eux, ont mis en place des recrutements plus modernes, basés sur des entretiens pour évaluer les réelles capacités. Allez, on passe à un autre obstacle, et pas des moindres, le décalage, parfois total, entre la langue que les enfants parlent à la maison et celle qu'on utilise pour leur enseigner à l'école. Le rapport est très clair là-dessus. Un enfant apprend beaucoup mieux et beaucoup plus vite dans sa langue maternelle. C'est prouvé, c'est une évidence pédagogique. Et pourtant, sur le terrain, cette approche se heurte souvent à des blocages politiques ou à un simple manque de moyens. Prenons l'exemple du Maroc. C'est flagrant. À la maison, les enfants parlent soit l'arabe marocain, soit l'amazigh. Mais à l'école, on leur enseigne en arabe standard moderne et en français. Des langues qu'ils ne maîtrisent pas du tout en arrivant. C'est un peu comme commencer l'école en se heurtant à un mur. Et en Algérie, avec la langue tamazite, on voit bien toute la difficulté de ce parcours. Ça fait des décennies que la langue est reconnue politiquement, mais aujourd'hui encore, son enseignement reste une option, et seulement à partir de la 4e année. C'est beaucoup trop tard pour construire des bases solides en lecture et en écriture. Bon, le tableau est un peu sombre, mais le rapport ne fait pas que lister les problèmes. Heureusement. Il propose un vrai plan d'action, des pistes concrètes pour changer les choses. Voyons un peu ce qu'il y a dedans. Alors, que faire concrètement? Le rapport propose une feuille de route pragmatique en 4 points. D'abord, équiper. Un manuel pour chaque élève, un guide pour chaque prof. C'est la base. Ensuite, nourrir. Des repas à l'école pour que les enfants aient l'énergie d'apprendre. Puis, clarifier, fixer des objectifs clairs, savoir ce qu'un enfant doit maîtriser à chaque étape. Et enfin, former, mieux former les enseignants pour qu'ils utilisent leur temps en classe de la manière la plus efficace possible. Bref, un plan d'action très concret. Et pour finir, cette citation de l'UNESCO résume parfaitement le but de tout ça. L'idée, ce n'est pas juste de faire des réformes sur le papier, c'est de transformer en profondeur les écoles pour qu'elles passent de simples lieux administratifs à de vrais environnements d'apprentissage vivants. C'est un défi immense bien sûr, mais qui montre qu'un changement est possible. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment on s'assure que ces belles recommandations se transforment en actions réelles et durables sur le terrain.